Je ne saurais pas dire quand tout a commencé à s'éteindre. Ce n'était pas une dispute, ni un événement dramatique. C'était lent, silencieux, invisible. Comme une lumière qu'on baisse un peu chaque jour sans même s'en rendre compte. Au début, je croyais que c'était passager. Un creux, un moment de fatigue. La routine, disais-je. On a 2 enfants, un travail, un rythme. C'est normal de ne plus se regarder comme avant. C'est normal de ne plus se toucher avec autant de feu. Je me répétais ça, chaque matin, chaque soir. Mais la vérité, c'est que je ne me sentais plus vivante. Mon mari est un homme bon. Vraiment. Il ne m'a jamais fait de mal. Il travaille dur. Il m'aide avec les enfants. Il m'écoute quand je parle. Mais il ne me regarde plus. Pas comme une femme. Il me voit comme une compagne, une mère, une présence utile. Et moi, je me suis oubliée. Je me lève, je prépare les petits déjeuners, j'emmène les enfants à l'école, je travaille, je rentre, je cuisine, je m'endors épuisée. Où suis-je là-dedans? Où est la femme que j'étais? Celle qui riait fort, qui aimait danser sans raison, qui frissonnait sous un regard. Disparue. Dissoute dans le quotidien. Un jour, je me suis surprise à chercher mon reflet dans une vitrine. Non pas pour voir si j'étais belle, mais pour vérifier que j'existais encore. Et ce jour-là, j'ai senti quelque chose. Un vide. Immense. Silencieux. Un vide qui allait devenir le point de départ de tout ce que je m'apprêtais à vivre. Un vide que j'allais, inconsciemment, essayer de combler. Peu importe le prix. Je ne l'attendais pas. Ce genre de choses n'arrive pas quand on la cherche. Elle surgit, discrètement, sans prévenir, au détour d'un moment banal. Ce matin-là, j'étais en réunion. Une simple réunion d'équipe. Mon esprit flottait ailleurs, comme souvent ces derniers temps. Les dossiers défilaient, les voix résonnaient, mais je n'écoutais plus vraiment. Et puis, il est entré. Marc, je le connaissais à peine. Il travaillait dans un autre service, on s'était croisés 1 ou 2 fois dans les couloirs, jamais plus. Mais ce jour-là, il s'est assis en face de moi. Et il m'a regardé. Pas distraitement, pas par politesse. Il m'a vraiment regardé. Ses yeux ont croisé les miens, et j'y ai lu quelque chose de rare. Une attention totale. Une intensité troublante. J'ai baissé les yeux immédiatement. Ce regard m'a coupé le souffle. Il ne contenait rien d'explicite, rien d'osé. Et pourtant, j'ai senti ma peau réagir. Un frisson. Léger. Incontrôlable. Pendant le reste de la réunion, j'ai évité de croiser son regard. Mais je le sentais. Il m'observait. Et quelque chose, en moi, s'ouvrait. Comme une pièce restée fermée trop longtemps. Ce n'était pas de l'attirance sexuelle. Pas encore. C'était plus subtil. C'était le sentiment d'être vu. Pas comme une fonction. Pas comme une case à cocher. Mais comme une femme. Après la réunion, en rangeant mes affaires, il m'a souri. Un sourire simple, presque timide. Il a dit, « Vous avez une façon d'écouter, on sent que vous êtes présente. » J'ai failli rire. Moi, présente. J'étais ailleurs. Depuis des mois. Depuis des années. Et pourtant, en une phrase, il venait de dire ce que personne ne m'avait dit depuis longtemps. Il me voyait. En rentrant chez moi ce soir-là, je n'ai pas parlé de Marc à mon mari. Pourquoi l'aurais-je fait? Ce n'était rien. Juste un regard, un compliment. Mais ce regard m'avait suivi jusque dans ma cuisine. Il était là, entre 2 casseroles, entre 2 phrases échangées avec les enfants. Il m'habitait. Et j'ai commencé à me demander, pourquoi est-ce que ça m'avait autant troublé? J'ai passé la soirée à penser à lui. Pas à lui, l'homme. Mais à moi, à travers ses yeux. Ce que j'avais vu dans son regard m'avait réveillé. Il m'avait rappelé que j'existais encore. Que sous les couches de fatigue, de responsabilité, de routine, il restait une femme. Une femme qui ne demandait qu'à être vue. Je me suis couchée tôt. J'ai embrassé mon mari, mécaniquement. Il m'a souhaité bonne nuit sans même me regarder. Et moi, les yeux ouverts dans le noir, j'ai repensé à ce regard. Je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Ce qu'il avait éveillé en moi. Et surtout, si j'aurais la force de l'ignorer la prochaine fois. Il y a des mots qui glissent sur nous sans laisser de traces, et d'autres qui s'accrochent à la peau, à l'âme, comme s'ils avaient attendu des années pour exister. Ce matin-là, il faisait gris. J'avais à peine dormi. Les enfants s'étaient disputés au petit déjeuner, mon mari avait quitté la maison en vitesse, sans même un baiser. Je m'étais regardée dans le miroir, rapidement, sans conviction. Mon reflet m'était étranger. J'avais enfilé des vêtements neutres, noué mes cheveux sans soin. Une femme fonction. Une silhouette pressée dans une journée qui ne promettait rien. Au bureau, tout semblait tourner comme d'habitude. Jusqu'à ce que Marc passe près de mon bureau. Il s'est arrêté, un peu par hasard, un peu exprès. Il a regardé mon écran, puis mes yeux, et il a dit simplement « Tu es rayonnante ce matin ». Juste ça. 6 mots. Mais ces mots-là ont frappé quelque chose en moi,
quelque chose d'endormi depuis trop longtemps. Je me suis figée. J'ai répondu un merci maladroit, sans le regarder. Et pourtant, mon cœur battait plus fort. Rayonnante? Moi? Avec mes cernes, mon pull froissé, mon parfum oublié? Il ne pouvait pas être sérieux. Et pourtant, il l'était. Son regard n'avait rien de moqueur. Il disait la vérité. Ou du moins, sa vérité. Et cette vérité-là m'a bouleversée. Parce qu'elle me rappelait une autre version de moi-même. Une version que j'avais abandonnée sans m'en rendre compte. Tout le reste de la journée, j'ai pensé à ce compliment. C'était ridicule, je le savais. Ce n'était rien. Mais c'était tout. Parce qu'il venait après des années de silence. Des années sans qu'on me dise que j'étais belle, ou vivante, ou simplement là. Je n'en voulais pas à mon mari. Il ne me voyait plus, voilà tout. Comme on ne voit plus un meuble familier, un mur qu'on ne remarque plus. Il m'aimait à sa manière. Mais il ne me regardait plus. Et Marc, lui, m'avait vu. En une phrase. Une seule. Ce soir-là, j'ai passé plus de temps que d'habitude dans la salle de bain. J'ai pris une douche plus chaude, plus longue. J'ai mis un peu de parfum. J'ai sorti une crème que je n'utilisais plus depuis des mois. J'ai retrouvé des gestes oubliés. Ce n'était pas pour Marc. Pas directement. C'était pour moi. Parce qu'en quelques mots, il m'avait rappelé que j'avais le droit d'exister autrement. Je me suis couchée en silence, mon mari plongé dans son téléphone. Il m'a dit bonne nuit sans lever les yeux. Moi, je regardais le plafond, le cœur agité, la mémoire pleine. Pas de ce qu'il m'avait dit, mais de ce que j'avais ressenti. Ce compliment oublié, glissé au détour d'un couloir, venait de me réveiller. Et je savais, au fond, qu'il n'était que le début. Ça a commencé comme tout commence aujourd'hui, par un message. Innocent. Anodin. Une ligne de texte qui ne voulait rien dire, mais qui portait déjà tout en silence. Réunion matinale encore plus longue que d'habitude, courage à nous. Un message banal, professionnel. Pourtant, quand je l'ai lu, j'ai souri. Un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas pour mon mari. Pas pour mes enfants. Un sourire à moi, venu de l'intérieur. Ce genre de sourire qui n'appartient qu'au début. J'ai répondu. Bien sûr. Un mot, puis un autre. Une réponse simple. Mais rapide. Trop rapide. Et c'est là que j'ai senti le glissement. L'impatience dans mes doigts. L'envie qu'il réponde à nouveau. Et il l'a fait. Tu as survécu à l'après-midi? Je l'ai lu, je l'ai relu, comme s'il portait une tendresse cachée. Et peut-être que ce n'était rien. Peut-être que c'était tout. Les jours ont passé. Et les messages sont devenus rituels. Chaque matin, une salutation. Chaque soir, un mot doux. Jamais trop. Jamais explicite. Mais jamais neutre non plus. Il y avait une tension dans nos phrases. Une attente entre les lignes. J'attendais ces messages comme on attend une lumière dans une pièce trop sombre. Je vivais pour ces petits instants où mon téléphone vibrait. Un jour, il m'a envoyé « Tu m'as manqué aujourd'hui ». J'ai relu cette phrase au moins 10 fois. Elle n'était pas normale. Elle franchissait une limite. Elle disait autre chose. Et j'ai ressenti deux choses à la fois, la peur et l'excitation. Je me suis dit que je devrais arrêter. Mettre une distance. Supprimer le fil de discussion. Mais je n'en avais aucune envie. C'était doux, c'était léger, et surtout, c'était vivant. J'avais l'impression d'exister à nouveau. D'être importante. D'être vue. Et je me suis surprise à penser à lui la nuit. À ses mots. À ses silences aussi. Je comparais. Je regardais mon mari à côté de moi. Sa routine. Son absence. Il dormait déjà, pendant que moi je regardais mon écran dans l'ombre, coupable et curieuse. Je n'avais encore rien fait. Pas de contact physique. Pas de rendez-vous. Juste des mots. Mais ce sont les mots, parfois, qui construisent les murs les plus hauts. Je me suis dit que je contrôlais tout. Que je savais ce que je faisais. Je me suis menti. Parce que je savais, au fond, que ces messages n'étaient pas des messages. C'étaient des cordes. Et que lentement, je commençais à m'y attacher. Il y a des vérités qu'on ne dit jamais à voix haute, mais qu'on hurle de l'intérieur. Des confessions qu'on ne fait pas aux autres, mais qu'on porte comme une brûlure invisible. Ce que je vivais à ce moment-là n'avait pas encore de nom. C'était un frisson qui me suivait, une pensée qui m'obsédait, une faille qui s'ouvrait doucement, sans que personne ne le voie. Je me levais chaque matin à la même heure. Je faisais les tartines, préparais les cartables, déposais des bisous sur des fronts encore endormis. Je disais à mon mari, « Bonne journée ». Il répondait, « À ce soir ». Et la vie suivait son cours. Du moins, en apparence. Parce qu'en dedans, je n'étais plus là. J'étais ailleurs, entre deux mondes. Je répondais à Marc dès que j'étais seule. Au bureau. Dans les toilettes. Dans la voiture. N'importe où. Il devenait ma respiration entre deux obligations. Il me parlait comme si j'étais unique. Il me demandait comment je me sentais, ce que je pensais. Il me racontait ses peurs, ses rêves.
Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où quelqu'un m'avait demandé ce que je ressentais sans que ce soit par politesse. Avec lui, j'existais. Et j'ai commencé à me confier. Tout doucement. J'ai parlé de mes doutes. Du silence qui s'installait dans mon couple. Du fait que je ne me reconnaissais plus. Il ne m'a pas jugé. Il a dit, « Tu mérites plus. » Ces mots ont résonné en moi comme un cri. Je méritais plus. Était-ce vrai? Ou était-ce juste ce que j'avais envie d'entendre? Je ne savais plus. Mais ce que je savais, c'est que j'avais envie d'y croire. Alors j'ai continué. Je lui ai écrit des choses que je n'osais même pas me dire à moi-même. Et il les accueillait toujours avec douceur. Avec attention. Il me disait que j'étais forte, belle, vivante. Et j'ai commencé à y croire. Le soir, je rentrais à la maison comme une actrice. Je souriais. Je racontais ma journée. Je faisais semblant. Mon mari ne voyait rien. Ou peut-être qu'il ne voulait pas voir. Les hommes sentent, mais ils espèrent toujours que ce n'est qu'un passage. Moi, je savais que ce n'était pas un passage. C'était un basculement. Et c'est là que j'ai compris. Que j'avais déjà trahi. Pas avec mon corps. Mais avec mon cœur. Mon esprit. Ma fidélité était déjà ailleurs. Elle s'écrivait dans des messages secrets, dans des regards volés au bureau, dans des rêves interdits que je cultivais en silence. J'étais encore là. Mais je n'étais plus à lui. Et ce jour-là, sans que personne ne le sache, j'ai fait ma première vraie confession. Pas à quelqu'un. À moi-même. J'étais infidèle. En pensée. En attente. En émotion. Et cette confession silencieuse allait devenir bien plus réelle que je ne l'aurais jamais cru. Tout a basculé un mardi, banal en apparence. Il pleuvait doucement, cette pluie fine de fin d'hiver qui colle aux vitres sans jamais vraiment tomber. J'étais au bureau, l'esprit ailleurs, comme toujours depuis quelques semaines. Les enfants avaient eu une grippe, mon mari était préoccupé par un dossier important, et moi, je jouais mon rôle à la perfection. Invisible, poli, fonctionnel. C'est à 15h47 que j'ai reçu son message. Marc, tu finis tard aujourd'hui? J'ai une envie folle de te voir. Juste un café. Rien de plus. J'ai lu la phrase au moins 3 fois. J'ai entendu les battements de mon cœur accélérer dans mes tempes. Un café. 3 mots simples. Rien d'interdit, pas encore. Mais dans ce rien de plus, il y avait tout. Une promesse floue. Une frontière que j'allais effleurer du bout des doigts. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé l'heure. J'ai regardé mes mails. J'ai regardé la pluie tomber. Et j'ai écrit, vers 18h, ça te va. L'envoi a été immédiat. Le regret, lui, n'est jamais venu. À 18h03, je suis arrivé au café qu'il avait choisi. Discret, un peu caché, presque vide. Il m'attendait déjà. Pas de fleurs, pas de déclaration. Juste un sourire. Mais ce sourire-là m'a transpercé. Il s'est levé, m'a embrassé sur la joue. Et j'ai frissonné. Pas de froid. D'envie. De peur. De tout ce que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. On a parlé, bien sûr. De tout, de rien. Il me faisait rire. Il m'écoutait. Je buvais ses mots comme un poison sucré. À un moment, j'ai baissé les yeux sur ses mains. Il les avait croisées sur la table. Puis, lentement, il les a ouvertes vers moi. Nos doigts se sont effleurés. Mon cœur s'est arrêté. Ce contact minuscule valait 1000 caresses. Je suis restée 40 minutes. Pas une de plus. Je suis partie en disant que j'avais les enfants à coucher. Il a acquiescé, respectueux, mais déçu. En sortant, il a dit « Merci de m'avoir offert un vrai moment ». Et il est resté là, sous la pluie, pendant que je m'éloignais, les jambes en coton, le ventre noué, les lèvres brûlantes d'un baiser qui n'était pas venu. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à tout annuler. À bloquer son numéro. À tout arrêter tant qu'il était encore temps. Mais au lieu de ça, dans l'ascenseur, j'ai ouvert notre conversation et je lui ai écrit « Moi aussi, j'ai aimé ce moment ». J'ai hésité, j'ai respiré, et j'ai appuyé sur envoyer. Quand je suis rentrée à la maison, mon mari m'a demandé si la journée avait été bonne. J'ai dit oui. Il m'a souri. Je lui ai rendu son sourire, mais quelque chose avait changé. Moi. Mon regard. Mon cœur. Ma loyauté. Ce rendez-vous, simple en surface, venait de poser la première pierre d'un chemin que je ne pourrais plus emprunter à reculons. J'étais entrée dans l'histoire. La mienne. La sienne. La nôtre. Et plus rien ne serait jamais tout à fait comme avant. Ce soir-là, tout semblait ordinaire. Les enfants dormaient, mon mari regardait une série qu'il aimait, et moi, j'étais dans la salle de bain, les mains appuyées sur le rebord du lavabo, les yeux dans le miroir. J'observais mon visage. Les cernes. Les rides discrètes au coin des yeux. Et pourtant, quelque chose brillait dans mon regard. Quelque chose de nouveau, ou peut-être d'ancien. Une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je pensais à Marc. À nos messages. À ses mains qui avaient frôlé les miennes.
À sa voix. À ce regard. Ce regard qui me faisait trembler rien qu'en y repensant. Ce n'était plus innocent. Ce n'était plus un jeu. C'était un vertige. Une pente douce vers quelque chose que je savais interdit. Mais au lieu de fuir, je m'y accrochais. Ce soir-là, j'ai éteint mon téléphone. J'ai tenté de dormir. Mais mon cœur battait trop fort. Et dans mon ventre, il y avait ce feu, cette attente. Alors j'ai rouvert les yeux. J'ai rallumé l'écran. Et j'ai écrit. Une phrase courte. Une phrase qui ne voulait pas dire grand-chose, mais qui portait tout en elle. Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Il m'a répondu presque immédiatement. Comme s'il attendait. Moi non plus. Viens demain. Juste pour parler. Promis. Juste pour parler. Promis. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Qu'aucun de nous ne voulait vraiment s'en tenir à ça. Le lendemain, je me suis habillée autrement. Une robe que je ne portais plus. Un parfum que j'avais abandonné. Je me suis maquillée légèrement, mais différemment. Mon reflet me disait que je franchissais un seuil. Et je l'ai fait. Quand je suis arrivée chez lui, il m'a ouverte la porte avec ce même regard. Silencieux. Intense. Il ne s'est pas jeté sur moi. Il ne m'a pas embrassée. Il a simplement dit « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs ». On a parlé. 10 minutes, peut-être 20. Puis le silence est tombé. Et dans ce silence, il s'est levé, il s'est approché. Lentement. Il a posé sa main sur ma joue. Et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas bougé. Pas résisté. Parce que je ne le voulais pas. Il m'a embrassé. Doucement d'abord. Puis avec une intensité que je croyais oublier. Et moi, je l'ai embrassé en retour. Je l'ai laissé me toucher, me prendre, me découvrir. Je n'étais plus Camille, la mère, l'épouse, la femme discrète. J'étais un corps qui tremblait, une âme en manque, un cœur qui s'échappait. Ce n'était pas juste une erreur. C'était un choix. Le moment où j'ai franchi cette ligne qu'on ne peut plus effacer. Pas de retour en arrière. Pas d'effacement. J'étais passée de l'autre côté. Et même si, pendant 1 heure, je me suis sentie vivante comme jamais, je savais qu'en sortant de là, c'était toute ma vie qui allait commencer à trembler. Il y a un avant et un après. On croit qu'on contrôle, qu'on flirte avec la limite, qu'on saura dire stop. Et puis, un soir, la limite devient floue. On ne la voit plus. On la traverse. Et quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. La première nuit, celle où tout a changé, je m'en souviens dans les moindres détails. La texture de ses draps, le parfum qu'il portait, l'ombre de la lampe sur le mur, mes mains tremblantes, son souffle sur ma peau. Il n'y a pas eu d'hésitation. Ni de brutalité. C'était fluide, inévitable, presque doux. Comme si nous avions toujours été faits pour ce moment-là. Et pourtant, tout était faux. Tout était volé. Quand il a éteint la lumière, je ne pensais plus à rien. Ni à mon mari. Ni à mes enfants. Ni à la femme que j'étais avant. Il n'y avait que le désir. Brûlant. Impatient. Dévorant. Ce besoin d'être touché, regardé, prise. De sentir mon corps exister à nouveau, après des années de silence. J'avais oublié que j'étais faite de peau. De frissons. D'envie. Cette nuit-là, il me l'a rappelé. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était le calme après. Le vide. Le silence dans ma tête, une fois l'orage passé. Je suis restée allongée dans ses bras, incapable de bouger. Il m'a caressé les cheveux, il m'a dit que j'étais belle, qu'il avait attendu ça depuis le premier jour. Et moi, je regardais le plafond. Le cœur trop lourd. Parce que ce n'était pas du plaisir que je ressentais à cet instant-là. C'était un mélange de chaleur et de chute. Je suis rentrée chez moi au petit matin. Les rues étaient encore vides. Le soleil se levait à peine. Je me suis regardée dans le rétroviseur du taxi. Mon maquillage avait coulé. Mes cheveux étaient en désordre. Mais ce n'est pas ça qui m'a choquée. C'est mon regard. Il n'était plus le même. Je n'étais plus la même. Mon mari dormait encore quand je suis arrivée. J'ai enlevé mes vêtements en silence. Je suis allée dans la salle de bain. Sous la douche, j'ai pleuré sans bruit. Longtemps. Pas de tristesse. Pas encore. Mais de lucidité. Parce que je savais que je venais de poser une bombe au centre de ma propre vie. Que je pouvais sourire, faire semblant, continuer comme si de rien n'était, mais qu'à l'intérieur, tout venait de se briser. Je me suis recouchée. Il s'est retourné, à moitié éveillé, et m'a dit d'une voix douce, « Tu es déjà rentré ?» J'ai murmuré, « Oui, il était tôt. » Il m'a embrassé sur le front, s'est rendormi. Moi, je suis restée là, les yeux ouverts, figée dans le mensonge. Cette première nuit, ce n'était pas une parenthèse. C'était un point de bascule. Une faille dans ma vie. Et cette faille allait tout emporter. Il y a quelque chose de pervers dans le mensonge, plus on y entre, plus il devient confortable. On s'y installe comme dans une pièce sombre où personne ne viendra nous chercher. Et chaque fois qu'on ment,
C'est comme si on cousait une doublure à la vérité, une version retouchée de la réalité, sur mesure, bien repassée, plus présentable. Je me suis surprise à devenir douée pour ça. À savoir exactement quand regarder mon mari dans les yeux, quand détourner le regard. À doser les gestes, les sourires, les silences. Je faisais tout comme avant, mieux même. Les enfants avaient leur goûter, les lessives étaient faites, les réunions au travail parfaitement suivies. Mais à l'intérieur, tout n'était qu'un jeu d'équilibre fragile. Je passais mes journées avec le cœur coupé en deux. Une moitié pour ma vie officielle, stable, rassurante. L'autre moitié pour Marc. Pour ses messages, ses rendez-vous secrets, ses mots doux murmurés à l'oreille. Et chaque fois que j'étais avec lui, je me sentais libre. Désirable? Vrai. Mais dès que je rentrais chez moi, je redevenais l'illusion. L'épouse fidèle, la mère attentive. La femme qui sourit, qui dit tout va bien même quand l'âme est en feu. Le plus douloureux, ce n'était pas de mentir à mon mari. C'était de mentir à mes enfants. À ces petits yeux innocents qui croyaient que leur maman était toujours la même. Je les regardais parfois dormir, et je me demandais si un jour, ils comprendraient. Si un jour, ils me jugeraient. Ou s'ils seraient capables de voir que je n'étais pas mauvaise, juste perdue. Et plus je m'enfonçais dans cette double vie, plus le mensonge prenait de la place. Il devenait une routine en soi. Des excuses prêtes à l'avance. Des anniversaires oubliés que je transformais en réunions tardives. Des dîners qu'on annulait au dernier moment. Mon mari ne disait rien. Mais je voyais ses regards devenir plus lourds. Plus longs. Plein de soupçons qu'il n'osait pas encore nommer. Marc, lui, devenait plus exigeant. Il m'aimait, me disait-il. Il voulait plus. Plus de temps. Plus de présence. Plus de moi. Et moi, je vacillais. Déchirée entre deux mondes, deux visages, deux amours si différents. L'un me ramenait à la sécurité. L'autre m'emportait dans l'abîme du désir. Et je ne savais plus lequel des deux me tuait le plus. J'ai compris que ce n'était pas simplement une infidélité. C'était une transformation. J'étais en train de devenir une autre femme. Une femme capable de mentir en souriant. De faire l'amour le matin avec l'un, et d'embrasser l'autre le soir sans frissonner. Une femme qui croyait maîtriser son histoire, alors qu'en réalité, elle était déjà prisonnière. Et ce mensonge-là, ce n'était plus un détail. C'était devenu ma langue maternelle. La seule que je parlais sans accent. Il y a un moment où l'on ne choisit plus. Où chaque geste, chaque mot, chaque silence devient une conséquence d'hier. Je n'étais plus dans le contrôle. J'étais dans l'automatisme. J'aimais Marc. Oui. Je l'aimais avec une intensité que je ne comprenais même pas. Et en même temps, je détestais ce que je devenais. Je vivais avec un cœur divisé, un esprit déchiré, un corps partagé. Chaque jour, je me disais, il faut que j'arrête. Mais chaque jour, je trouvais une raison de continuer. Une phrase douce. Une attente. Une habitude devenue drogue. Ce n'était plus seulement lui. C'était ce que je ressentais quand j'étais avec lui. Une version de moi-même que j'aimais. Une femme libre, audacieuse, vivante. Je me sentais jeune, vibrante, désirable. Et Dieu sait comme j'avais besoin de ça. Mais l'engrenage ne pardonne rien. Il tourne sans relâche, et quand on y met le pied, il vous avale tout entière. Je n'avais plus de recul. Je répondais à ses messages sans réfléchir. J'inventais des réunions, des appels, des pannes de voiture. Mon mari ne disait rien. Mais il observait. Il comptait les absences, les oublis, les gestes devenus mécaniques. Un soir, Marc m'a dit, « Tu pourrais être heureuse avec moi. On pourrait tout recommencer, à zéro. » Et pour la première fois, j'ai eu peur. Pas de lui. De moi. Parce qu'une partie de moi y croyait. Une partie de moi voulait fuir. Voulait tout envoyer valser, recommencer ailleurs, tout brûler. L'autre partie, elle plairait déjà ce qu'elle n'avait pas encore perdu. Je rentrais à la maison vidée. Mes enfants me sautaient dans les bras et je me sentais indigne de leur amour. Mon mari essayait, parfois. Il me proposait des dîners, des sorties. Mais je n'étais jamais vraiment là. Mon esprit était ailleurs, toujours ailleurs. Et je commençais à le voir dans ses yeux, ce doute terrible, cette peur muette. Il ne posait pas la question. Mais il savait. Je dormais mal. Je mangeais peu. Je faisais semblant. Tout le temps. J'avais mal au ventre en allant voir Marc, et encore plus en le quittant. J'étais piégée dans un tourbillon de plaisir et de culpabilité, de passion et de honte. Et chaque fois que je pensais mettre fin à tout, il me suffisait d'un mot, d'un regard, pour replonger. C'est ça, l'engrenage. Ce n'est pas une chute brutale. C'est une descente douce, presque agréable. Jusqu'au jour où vous ouvrez les yeux, et vous ne savez plus comment remonter. Jusqu'au jour où vous réalisez qu'il est déjà trop tard. C'était un soir ordinaire, ou du moins, il en avait l'air. Les enfants jouaient dans leur chambre, mon mari préparait le dîner, et moi, j'étais assise sur le canapé,
le cœur ailleurs, l'écran de mon téléphone encore ouvert sur un message de Marc. J'ai envie de toi. De nous. Toujours. Il m'avait écrit ça 1 heure plus tôt. Je l'avais lu une dizaine de fois. Comme si chaque mot se gravait un peu plus profondément dans ma peau. J'ai entendu mon mari m'appeler pour venir à table. Dans la précipitation, j'ai posé mon téléphone, sans verrouiller l'écran. Une erreur minuscule. Un oubli. Une distraction. Et pourtant, ce fut suffisant pour faire basculer tout ce que j'avais construit. Ou plutôt, tout ce que j'avais dissimulé. Il est passé derrière moi, comme il le faisait souvent. Mais cette fois, il s'est arrêté. J'ai senti son souffle se figer. Puis j'ai entendu sa voix, plus froide que jamais. C'est qui, Marc? Mon sang s'est glacé. Mon estomac s'est retourné. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il avait déjà pris le téléphone. Il lisait. Tout. Chaque message. Chaque mot doux. Chaque souvenir échangé. Je me suis levée brusquement. J'ai voulu le reprendre, effacer, fuir. Mais c'était trop tard. Beaucoup trop tard. Il m'a regardé. Droit dans les yeux. Et ce regard, je ne l'oublierai jamais. Il n'y avait pas encore de rage, pas encore de cri. Juste ce vide, ce gouffre, cette trahison muette. Il a posé le téléphone sur la table. Il a dit « Depuis combien de temps tu me mens, Camille ?» Je ne pouvais pas parler. Ma bouche était sèche. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Les enfants riaient dans la pièce d'Axe en grave côté. L'ironie de l'instant me poignardait. Il a répété, plus fort, « Combien de temps ?» J'ai murmuré. 3 mois. Peut-être 4. Il s'est reculé, comme s'il venait de recevoir un coup. Il a passé une main sur son visage, puis il a ri. Un rire nerveux, sans joie. Tu m'as regardé dans les yeux tous ces jours, et tu me mentais. Je n'ai pas nié. Je n'ai pas tenté d'expliquer. Que pouvais-je dire? Que je ne savais pas comment j'en étais arrivé là. Que je m'étais senti vide. Que je m'étais perdu. Rien de tout cela n'aurait suffi. Rien ne pouvait réparer ce qui venait de se briser. Il a quitté la pièce. Lentement. Sans claquer la porte. Il n'y a eu aucun hurlement. Aucun objet brisé. Juste un silence qui résonnait plus fort que tous les cris du monde. Et moi, je suis restée là, seule, figée, tenant encore ce téléphone comme une preuve vivante de ma propre destruction. Ce soir-là, il avait découvert la vérité. Et moi, j'avais découvert ce que c'est que de voir quelqu'un que l'on aime vous regarder comme une étrangère. Il n'a pas dormi dans notre lit cette nuit-là. Il s'est enfermé dans le bureau, sans un mot. Et moi, je suis restée allongée seule, le regard fixé sur le plafond, les yeux grands ouverts, à revivre chaque message, chaque geste, chaque rendez-vous comme une punition lente, lancinante. Le mensonge était terminé. La vérité avait explosé dans notre maison. Et elle ne faisait pas de bruit. Elle pesait. Comme une pierre posée sur ma poitrine. Au matin, il était déjà levé. Les enfants prenaient leur petit déjeuner comme si de rien n'était. Mon mari s'affairait autour d'eux, calme, distant, mais parfaitement fonctionnel. C'était ça, le plus effrayant. Sa maîtrise. Sa retenue. J'aurais préféré qu'il hurle, qu'il me rejette, qu'il me blesse. Mais il ne me regardait même pas. Il était ailleurs. Brisé, mais digne. Quand les enfants ont quitté la table, il s'est approché de moi. Il m'a regardé. Vraiment. Et il m'a dit, dans un souffle, « Il faut qu'on parle. » J'ai hoché la tête, incapable d'aligner une phrase. On est allé dans le salon, comme 2 étrangers, comme 2 personnes qui s'apprêtent à disséquer une vie commune. Il s'est assis, les coudes sur les genoux, les mains croisées. Il m'a demandé « Pourquoi ?» Je n'ai pas su répondre. Parce que je ne sais pas aurait été trop simple. Parce que je me suis sentie seule aurait été trop cruel. J'ai essayé, je me suis perdue, je ne me sentais plus vivante. Je ne voulais pas te blesser. Il a levé les yeux vers moi, et cette fois, il y avait de la douleur. Pure. Nue. Tu m'as détruit, Camille. Tu m'as menti tous les jours. Tu m'as regardé dans les yeux, tu as embrassé nos enfants, et pendant tout ce temps, tu étais ailleurs. Je me suis effondrée. J'ai pleuré sans retenue. Pas pour qu'il me pardonne. Pas pour qu'il me console. Juste parce que j'en avais besoin. Parce que porter cette trahison, seule, en silence, m'avait vidée. Je lui ai dit tout ce que je pouvais. Pas tout, non. Je ne pouvais pas. Il y a des détails qui tuent plus que le silence. Mais l'essentiel, je l'ai dit. Que j'avais aimé quelqu'un d'autre. Que je m'étais laissé emporter. Que j'avais perdu le fil de ma propre vie. Il m'a écouté, sans m'interrompre. Puis il a dit cette phrase, que je n'oublierai jamais. Tu aurais pu me parler. Avant. Pas après avoir tout brisé. Et il avait raison. J'avais attendu que tout explose pour m'expliquer. Pour avouer. Pour montrer mon vrai visage. Et maintenant, ce visage, il ne voulait plus le voir. Il s'est levé. Il a pris ses clés. Et il est parti. Sans un mot de plus.
L'aveu était fait. Mais il n'y avait ni soulagement, ni délivrance. Seulement le froid. Et cette maison vide, trop grande soudain, trop silencieuse, pleine d'ombre. Je ne savais pas s'il allait revenir. Ni s'il me pardonnerait un jour. Mais ce jour-là, j'ai compris que parfois, dire la vérité ne suffit pas. Parce qu'elle arrive trop tard. Et que même les mots les plus sincères ne peuvent pas recoller un cœur qui saigne déjà. Les jours qui ont suivi son départ se sont étirés comme un hiver sans fin. Tout était plus lent, plus lourd. Même l'air me semblait différent. Je me réveillais chaque matin dans un lit devenu trop grand, trop vide, sans savoir si j'étais encore une épouse, ou simplement une femme qui avait ruiné sa propre histoire. Il avait pris quelques affaires. Pas toutes. Ce détail me hantait. Il n'avait pas claqué la porte. Il ne m'avait pas dit que c'était fini. Il était juste, parti. Comme s'il ne savait pas encore lui-même s'il reviendrait. Comme s'il avait besoin d'un espace où respirer sans moi. Et moi, je respectais ce vide. Je n'avais pas le droit de le remplir. Marc, lui, continuait de m'écrire. Tous les jours. Il voulait me voir. Il voulait me consoler. Il me disait qu'il m'aimait, qu'on pouvait commencer une nouvelle vie ensemble, loin du chaos, loin du jugement. Il m'offrait une issue, une évasion, un futur différent. Et pourtant, je n'arrivais pas à répondre. Je me sentais suspendue entre deux mondes. L'un me promettait un renouveau, mais sans fondation. L'autre, détruit, portait encore les racines de ce que j'avais bâti pendant des années. Le problème, ce n'était pas de choisir entre deux hommes. C'était de choisir entre deux versions de moi-même. La Camille que j'étais avec Marc, libre, vivante, désirée, mais instable, insaisissable, fugitive. Ou la Camille d'avant. Celle qui savait où elle allait, qui avait construit une famille, une maison, des souvenirs, mais qui s'était perdue quelque part entre les couches, les rendez-vous chez le pédiatre et les dîners sans mots. Un soir, j'ai retrouvé une photo de nous quatre. Mon mari, les enfants, moi. Nous étions au bord de la mer. Le vent soufflait fort, nos rires semblaient vrais. J'ai pleuré. Longtemps. Pas par nostalgie. Mais parce que je réalisais que j'avais détruit quelque chose de précieux. Quelque chose que je n'étais plus sûre de pouvoir réparer. J'ai pensé à partir. À tout recommencer. J'ai regardé des appartements, même. Et puis, en regardant mon fils dormir cette nuit-là, j'ai compris. Qu'il n'y aurait pas de bonne décision. Pas de soulagement. Juste un choix. Brutal. Douloureux. Incomplet. Le lendemain, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Marc. Je lui ai dit qu'il ne fallait plus m'écrire. Que je ne pouvais pas continuer. Que je ne savais même pas si j'allais réussir à sauver ce qu'il me restait, mais que je devais essayer. Il n'a pas insisté. Il a seulement dit « Je t'aimerai longtemps », même en silence. Puis j'ai raccroché. J'ai regardé ma maison, mes murs, mes enfants. J'ai pensé à mon mari. Et j'ai su que le chemin serait long. Mais que, peut-être, j'étais prête à marcher. Un pas après l'autre. Même si je devais le faire seul au début. J'aurais voulu qu'il revienne en claquant la porte, furieux, brisé, criant qu'il m'aimait trop pour partir. J'aurais voulu un film, une scène dramatique, une dernière chance accrochée à un regard. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il est revenu un jeudi, vers 17h. Sans prévenir. Juste le bruit des clés dans la serrure. Je me suis figée dans la cuisine. Mon cœur s'est arrêté. Quand je l'ai vu entrer, un sac à la main, les yeux fatigués, je n'ai rien dit. Lui non plus. Le silence entre nous était une mer glacée. Il a posé son sac près de l'entrée, retiré ses chaussures, puis il s'est assis à la table, comme s'il ne l'avait jamais quitté. J'ai compris à cet instant qu'il ne revenait pas pour faire semblant. Il revenait pour décider. Il m'a regardé. Longuement. Et il a dit, « Je suis revenu parce qu'il faut qu'on parle. Pas pour rejouer une vie qui n'existe plus. Mais pour la confronter. » On a parlé pendant des heures. Par bribes. Par silence. Par questions sans réponse. Il voulait comprendre. Pourquoi Marc? Pourquoi si longtemps? Pourquoi je ne lui avais rien dit avant que tout explose? Je lui ai tout raconté. Du vide. Du regard. De la faille. De cette sensation d'exister ailleurs. Je n'ai pas menti. Pas cette fois. Il a écouté. Il a pleuré, à un moment. Discrètement. Et moi, je pleurais déjà. Ce n'étaient pas des larmes de réconciliation. C'étaient des larmes de vérité nue. Parce que cette nuit-là, pour la première fois, nous avons cessé d'être des rôles. Nous étions deux êtres humains qui se faisaient face avec tout ce qu'ils avaient détruit entre eux. Il m'a dit qu'il ne savait pas s'il pourrait me pardonner. Qu'il voulait rester, pour les enfants. Qu'il voulait essayer, pour lui. Mais qu'il ne pouvait plus m'aimer comme avant. Tu es encore là, mais plus au même endroit. Je ne lui ai pas demandé de rester. Je ne l'ai pas supplié. Parce que je savais que ce n'était pas le moment des promesses. C'était le moment du silence, du deuil, de la reconstruction peut-être. Ou de la fin. Cette nuit-là,
Il a dormi dans notre lit. Moi aussi. Mais loin. Sans un mot. 2 corps côte à côte, mais des âmes séparées par un mur que je ne savais pas comment abattre. C'était ça, la rupture. Pas le départ. Pas la fin du couple. C'était ce moment précis où l'on comprend que, même si l'autre reste, quelque chose s'est brisé à jamais. Et que tout ce qu'on pourra reconstruire n'aura plus jamais la même forme. J'ai souvent posé cette question en boucle, dans le silence des nuits blanches. Pourquoi? Pourquoi ai-je franchi cette ligne? Pourquoi ai-je détruit ce que tant de femmes protègent comme un trésor? Pourquoi ai-je trahi un homme bon, mes enfants, et moi-même? Et pendant longtemps, je n'ai pas su répondre. J'ai cru que c'était la solitude. Le manque de désir. La routine. J'ai cru que c'était lui, Marc, son regard, ses mots. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, avec les débris encore chauds autour de moi, je sais que ce n'était pas un homme que je cherchais. C'était moi. Je m'étais perdue dans mon rôle. Celui de l'épouse parfaite, de la mère disponible, de la femme responsable. J'avais oublié que j'étais aussi une personne. Une femme avec des rêves, des besoins, des failles. J'ai franchi la ligne rouge parce que j'étais en train de disparaître à petit feu dans une vie bien rangée. Parce que j'avais besoin de sentir, de vibrer, d'exister. Marc n'était pas la cause. Il a été le miroir. Celui qui a reflété cette part de moi que j'avais étouffée. Il m'a réveillée, oui. Mais ce n'est pas lui que j'aimais. C'était la sensation d'être vivante. D'être regardée. D'être désirée. J'ai trahi. J'ai blessé. J'ai menti. Et je vis avec ça. Chaque jour. Mais je ne me déteste plus. Je ne cherche plus à tout effacer. Parce que cette chute m'a appris. Elle m'a confronté à mon vide. Elle m'a obligé à me regarder en face, sans phare. Je ne sais pas encore si mon couple survivra. Peut-être qu'on reconstruira. Peut-être qu'on vivra côte à côte, autrement. Peut-être qu'un jour, je partirai. Mais aujourd'hui, je marche les yeux ouverts. Je sais qui je suis. Et surtout, je sais ce que je ne veux plus oublier. Je raconte cette histoire non pas pour être pardonnée, mais pour être comprise. Pour que, peut-être, une femme qui se sent invisible entende ces mots et comprenne qu'avant de trahir les autres, on commence souvent par se trahir soi-même. Et parfois, franchir la ligne rouge, c'est le cri désespéré de quelqu'un qui ne voulait plus disparaître.